Je vais mettre de la terre sur ton pied et tu vas marcher, dit le garçon. Quelques secondes plus tard, le miracle se produit. Lucas était confiné dans son fauteuil roulant depuis 3 ans sans qu'aucun médecin ne puisse expliquer la raison réelle. Le garçon de 12 ans avait perdu l'usage de ses jambes après le tragique accident qui avait également emporté sa mère, Sandrine, et depuis lors, il refusait d'accepter tout traitement ou espoir d'amélioration. Ce fut lors d'un après-midi ensoleillé dans le jardin à la française d'un grand domaine de la vallée de la Loire, qu'un garçon inconnu apparut de nulle part. Léo avait environ 10 ans, des vêtements tachés de terre et des pieds nus qui trahissaient une vie bien différente de la luxueuse réalité de Lucas. Sans demander la permission, le garçon s'approcha et s'agenouilla devant le fauteuil roulant. « Je vais mettre de la terre sur ton pied et tu vas marcher », dit Léo avec une conviction qui laissa tout le monde paralysé. Lucas regarda le garçon avec un mélange de surprise et d'irritation. Pendant 3 ans, il avait entendu des promesses vides de médecins, de physiothérapeutes et de spécialistes du monde entier. Pourquoi ce garçon sale et en guenilles pensait-il pouvoir faire quelque chose que les meilleurs professionnels n'avaient pas réussi? « Dégage d'ici, gamin. » Lucas grommela, essayant de faire pivoter son fauteuil pour s'éloigner. Mais Léo ne bougea pas, au contraire, il commença à creuser la terre humide du jardin avec ses mains, rassemblant des poignées de boue sombre entre ses doigts. « Vous devez me faire confiance, » dit le garçon en regardant directement dans les yeux de Lucas. « Ma grand-mère m'a appris que la terre a un pouvoir de guérison quand la personne est perdue à l'intérieur d'elle-même. » Depuis la terrasse en pierre du domaine, Stéphane observait la scène avec une irritation croissante. L'homme d'affaires de 62 ans avait consacré les 3 dernières années de sa vie et une fortune considérable à tenter de redonner à son petit-fils la capacité de marcher. Voir ce gamin des rues faire des promesses impossibles le rendait furieux. « Marie !» cria Stéphane à l'employé de maison, « Sors cet enfant d'ici avant que j'appelle la sécurité. » Mais Lucas leva la main, demandant à son grand-père d'attendre. Quelque chose dans le regard déterminé de Léo éveilla en lui une curiosité qu'il n'avait pas ressentie depuis longtemps. « Comment sais-tu que tu peux m'aider » demanda Lucas. Sa voix était chargée de scepticisme, mais aussi d'une pincée d'espoir qu'il tentait de dissimuler. « Parce que j'ai déjà vu des gens comme vous, » répondit Léo en modelant la terre dans ses petites mains. « Des gens qui arrêtent de marcher non pas parce que le corps est brisé, mais parce que le cœur a si mal qu'il oublie comment dire aux jambes de bouger. » La simplicité brutale de l'explication frappa Lucas comme un coup de poing dans l'estomac. Aucun médecin n'avait parlé de douleur du cœur. Tous insistaient sur des examens, des chirurgies et des traitements dont ils savaient au fond qu'ils ne fonctionneraient pas. « Vous avez perdu quelqu'un de très important, n'est-ce pas » continua Léo, massant maintenant la terre entre ses doigts. « Et depuis que cette personne est partie, vous avez décidé que cela ne valait plus la peine d'essayer quoi que ce soit. » Lucas sentit ses yeux se remplir de larmes qu'il tenta rapidement de cacher. Comment cet enfant inconnu parvenait-il à lire sa douleur avec une telle précision? « Ma maman a commencé à dire. » Mais sa voix se brisa. « Elle ne voudrait pas que vous restiez coincé ainsi, » dit doucement Léo. « Mamie dit toujours que ceux qui partent veulent qu'on soit heureux, pas qu'on arrête de vivre. » Stéphane descendit les marches de la terrasse d'un pas ferme, prêt à expulser l'intrus. Mais lorsqu'il s'approcha et entendit la conversation, quelque chose le fit douter. Pendant 3 ans, il n'avait vu son petit-fils montrer aucune émotion authentique. Colère, tristesse, espoir. Tout avait été enterré avec sa fille. « Petit, d'où viens-tu » demanda Stéphane en essayant de garder un ton autoritaire, mais en échouant. « Je vis là-bas, au quartier de l'Espérance, derrière la colline, » répondit Léo, pointant une direction au-delà des murs du domaine. « Ma grand-mère soigne des gens malades que les médecins ne parviennent pas à aider. Elle m'a envoyé ici parce qu'elle a dit qu'il y avait un garçon qui avait besoin d'une aide spéciale. » « Comment ça, ta grand-mère t'a envoyé ?»« Personne ici ne connaît ta grand-mère, » dit Stéphane, confus. « Elle vous connaît, vous, » dit Léo avec naturel. « Elle travaillait à l'hôpital quand votre maman était internée. C'est elle qui a pris soin d'elle dans ces derniers jours. » Le silence qui suivit fut assourdissant. Stéphane sentit ses jambes trembler. Sandrine, sa fille, avait passé ses derniers jours dans une clinique privée coûteuse à Tours, entourée des meilleurs professionnels. Il ne se souvenait d'aucune infirmière en particulier. « Comment s'appelle ta grand-mère » demanda Stéphane d'une voix rauque. « Monique, » répondit Léo. « Mais tout le monde l'appelle Madame Monique. » Stéphane ferma les yeux et porta la main à son front.
Il se souvenait vaguement d'une infirmière âgée qui avait insisté pour qu'on laisse Lucas passer plus de temps avec sa mère, même lorsqu'elle était inconsciente. Les médecins avaient recommandé le contraire, disant que ce serait trop traumatisant pour un enfant. Il avait suivi le conseil médical et maintenu son petit-fils à l'écart. Elle a été renvoyée, murmura Stéphane, les souvenirs revenant comme une avalanche. Les médecins ont dit qu'elle interférait dans le traitement. Elle n'a pas été renvoyée pour avoir interféré, dit Léo avec une sagesse impressionnante pour son âge. Ils l'ont renvoyée parce qu'elle a dit la vérité que personne ne voulait entendre. Lucas regarda tour à tour son grand-père et Léo, essayant de comprendre ce qui se passait. La tension dans l'air était palpable, comme si d'anciens secrets étaient déterrés avec la terre que Léo continuait de manipuler. « Quelle vérité ?» demanda Lucas. Sa voix n'était qu'un murmure. Léo arrêta de remuer la terre et le regarda directement. « Que tu as arrêté de marcher parce que tu te culpabilises pour la dispute que tu as eue avec ta maman le jour de l'accident. Mamie a dit que tu as crié que tu la détestais parce qu'elle allait voyager sans toi, et maintenant tu crois que si tu parviens à marcher de nouveau, tu trahiras sa mémoire. » Les mots frappèrent Lucas comme la foudre. Il n'avait jamais raconté à personne cette dispute, ni à son grand-père, ni au médecin, ni au psychologue. Comment cet enfant pouvait-il le savoir? Je ne. Bégaya Lucas, ses défenses émotionnelles s'effondrant. Ta maman a laissé une lettre, dit simplement Léo. Mamie l'a gardée toutes ces années en attendant le moment adéquat pour la remettre. Stéphane et Lucas regardèrent le garçon comme s'il avait parlé dans une langue étrangère. Quelle lettre? Demanda Stéphane d'une voix tremblante. La lettre qu'elle a écrite pour demander pardon pour la dispute et dire combien elle vous aimait tous les deux, expliqua Léo. Elle a demandé à mamie de la remettre quand il serait prêt à se pardonner à lui-même. Lucas commença à pleurer pour la première fois en 3 ans. Pas les pleurs silencieux qu'il s'autorisait la nuit, mais des sanglots profonds qui venaient du plus profond de l'âme. Stéphane s'agenouilla près du fauteuil roulant et étreignit son petit-fils, ses propres larmes se mêlant à celles du garçon. « Je peux essayer maintenant ?» demanda gentiment Léo, montrant ses mains pleines de terre. Lucas acquiesça à travers ses larmes. Léo retira soigneusement les chaussures et les chaussettes du garçon, exposant des pieds qui n'avaient pas touché le sol depuis 3 ans. La terre était tiède et humide, s'adaptant parfaitement au contour des pieds de Lucas. Maintenant ferme les yeux et pense à ta maman en train de sourire, instruisit Léo. Pas à la dispute, pas à l'accident. Pense à son sourire quand tu faisais quelque chose qui la rendait fière. Lucas obéit et immédiatement un souvenir surgit. Sa maman applaudissant quand il a appris à faire du vélo à 5 ans. Son sourire radieux, les bras ouverts, la façon dont elle avait dit « mon champion » quand il était arrivé jusqu'à elle en pédalant tout seul. Ce fut alors que cela se produisit. Un picotement étrange commença dans les orteils de Lucas. D'abord doux, puis plus intense, comme si des milliers de petites aiguilles réveillaient des nerfs endormis. « Je le sens » chuchota Lucas, les yeux encore fermés. « Je sens mes pieds. » Stéphane observait en état de choc absolu. Il y a 3 ans, il avait dépensé des centaines de milliers d'euros en traitement, et un gamin des rues obtenait des résultats avec des poignées de terre du jardin. « Essaie de bouger les orteils, dit Léo calmement, comme si les miracles étaient routiniers dans sa vie. Lucas concentra toute son énergie dans ses pieds. Lentement, presque imperceptiblement, le gros orteil du pied droit bougea, puis le gauche. Ensuite, tous les orteils commencèrent à bouger légèrement, brisant des années d'immobilité. « Mon Dieu !» murmura Stéphane en tombant à genoux. « Comment est-ce possible ? » La terre nous connecte à la vie, expliqua Léo en souriant pour la première fois. Et parfois, la vie a juste besoin de rappeler au corps comment fonctionner. Chers auditeurs, si vous aimez l'histoire, profitez-en pour laisser un j'aime et surtout pour vous abonner à la chaîne. Cela nous aide beaucoup, nous qui débutons. Continuons. Marie, l'employée de la famille qui travaillait au domaine depuis 15 ans, observa tout depuis la fenêtre de la cuisine. Elle courut vers le téléphone et appela le docteur Nicolas, le médecin de la famille, relatant l'impossible dont elle venait d'être témoin. Le docteur Nicolas arriva en moins d'1 heure, sceptique mais intrigué par l'appel urgent de Marie. Il avait suivi le cas de Lucas depuis le début et savait qu'il n'y avait aucune lésion physique expliquant la paralysie. Quand il vit le garçon bouger les orteils, il faillit laisser tomber sa mallette médicale au sol. « C'est impossible » murmura le médecin,
s'agenouillant pour examiner les pieds de Lucas. « Lucas, tu sens vraiment ce que je fais ?» Le médecin toucha légèrement la plante des pieds du garçon, qui réagit immédiatement au stimulus. « Oui, docteur », s'exclama Lucas, ses yeux brillant d'une façon que personne n'avait vue depuis des années. « Ça me chatouille. » Le docteur Nicolas regarda Stéphane avec une expression de complète perplexité. En 15 ans de médecine, il n'avait jamais assisté à une récupération aussi soudaine dans des cas psychologiques. « Petit », dit le médecin en s'adressant à Léo. « Où as-tu appris cette technique ?»« Ma grand-mère », répondit simplement Léo. « Elle dit toujours que le corps et l'esprit sont reliés par des fils invisibles, et quand un fil se rompt à cause de la tristesse, nous devons trouver une autre façon de le reconnecter. » Le docteur Nicolas secoua la tête, essayant de traiter ce dont il avait été témoin. Sa formation scientifique luttait contre l'évidence sous ses yeux. « Stéphane, nous devons faire des examens immédiatement, » dit le médecin. « Je veux comprendre ce qui se passe neurologiquement. »« Docteur, » interrompit Léo. « Les examens vont montrer qu'il a toujours pu marcher. Le problème n'a jamais été dans son corps. »« Comment peux-tu être si sûr ?» demanda le docteur Nicolas. « Parce que ma grand-mère m'a appris à voir la différence entre un corps brisé et une âme blessée, » répondit Léo. Lucas a l'âme blessée. Maintenant qu'il a commencé à guérir de l'intérieur, le corps se souviendra comment fonctionner. Stéphane était partagé entre la gratitude et la méfiance. En tant qu'homme d'affaires prospère, il était habitué à contrôler les situations, mais ceci dépassait complètement son entendement. « Petit, où vis-tu exactement ? » « Je veux parler à ta grand-mère, » dit Stéphane. « Au quartier de l'Espérance, dans la maison de campagne au volet bleu avec le patio plein de plantes, » répondit Léo. « Mais elle a dit qu'elle ne parlera avec vous que lorsque Lucas parviendra à faire au moins 3 pas tout seul. »« Pourquoi ?» demanda Lucas. « Parce qu'elle veut s'assurer que tu as vraiment décidé de vivre à nouveau, » expliqua Léo. « Elle a dit que ça ne sert à rien de forcer quelqu'un à aller mieux si la personne ne le veut pas vraiment. » Cette réponse toucha profondément Stéphane. Ces 3 dernières années, il avait forcé son petit-fils à participer à des dizaines de traitements contre sa volonté. Peut-être était-ce la première fois que Lucas voulait vraiment essayer. « Léo, » dit Lucas. « Peux-tu revenir demain ?»« Je peux, » répondit le garçon. « Mais demain je n'apporterai pas de terre. J'apporterai d'autres choses que mamie m'a apprises. »« Quelles autres choses ?» demanda Stéphane, curieux. « Des exercices pour reconnecter les fils de l'esprit avec le corps, » dit Léo. « Mamie dit que la vraie guérison prend un peu de temps. Ce qui s'est passé aujourd'hui n'était que le début. » Cette nuit-là, Lucas ne put dormir tant il était anxieux. Il resta à bouger ses orteils sous la couverture, émerveillé par la sensation qu'il avait complètement oubliée. À chaque mouvement, il sentait comme s'il se reconnectait à une partie de lui-même qui s'était perdue. Stéphane passa aussi la nuit blanche à faire des recherches sur l'ordinateur concernant les traitements alternatifs et les cas similaires. Il trouva des études sur le traumatisme psychologique et la paralysie de conversion, mais rien qui n'expliqua la rapidité de l'amélioration de Lucas. Le lendemain matin, Léo arriva ponctuellement à 9 h, apportant un sac en tissu attaché avec une ficelle. Lucas était déjà dans le jardin, impatient de continuer ce qu'il avait commencé la veille. Aujourd'hui, nous allons travailler avec la musique et le mouvement, expliqua Léo en sortant du sac un petit tambour artisanal et une flûte en bambou. Musique ? demanda Lucas, confus. Mamie dit que la musique est la langue que le corps comprend mieux que le français, dit Léo en commençant à jouer un rythme doux sur le tambour. Quand la musique entre par les oreilles, elle va direct à l'endroit où les mouvements naissent. Le docteur Nicolas était arrivé tôt pour suivre la séance. Il observa fasciné tandis que Léo commençait à jouer des mélodies simples qui faisaient se détendre Lucas complètement. Maintenant essaie de bouger les pieds au rythme de la musique, instruisit Léo. Lucas se concentra et lentement commença à bouger les pieds en suivant la mesure. Les mouvements étaient petits, mais coordonnés et intentionnels. Le docteur Nicolas prenait des notes frénétiques dans son carnet. Incroyable! Murmura le médecin. La musicothérapie peut vraiment aider à la récupération neurologique. Ce n'est pas seulement de la musicothérapie, corrigea Léo, c'est la foi. La foi que le corps se souvient comment être heureux quand l'esprit arrête de se battre avec lui. Pendant la séance, Léo raconta davantage sur sa grand-mère Monique. Elle avait travaillé comme infirmière pendant 40 ans,
se spécialisant toujours dans les patients que la médecine traditionnelle avait abandonnés. Après sa retraite forcée de la clinique privée, elle ouvrit une petite maison pour tous, un centre communautaire au quartier de l'Espérance, où elle recevait des personnes sans argent pour des traitements coûteux. Pourquoi n'a-t-elle jamais cherché notre famille après ce qui est arrivé à Sandrine? Demanda Stéphane. Parce qu'elle savait que vous n'étiez pas prêt à écouter, répondit Léo. Mamie dit toujours que la guérison ne fonctionne que lorsque la personne est prête à accepter qu'elle peut aller bien. Cette philosophie simple mais profonde fit réfléchir Stéphane sur toutes les années où il avait forcé des traitements que Lucas rejetait. Peut-être que le problème n'avait jamais été de trouver le bon traitement, mais d'attendre le bon moment. Le 3e jour, Léo apporta des graines et des petits pots. Aujourd'hui on va planter, annonça-t-il. Chaque graine que tu plantes est une promesse pour l'avenir. Les plantes ne poussent que lorsqu'elles croient que ça vaut la peine de sortir de l'obscurité de la terre pour voir le soleil. Lucas soutint une graine de tournesol dans la paume de sa main, l'observant avec attention. Elle est toute petite, commenta-t-il. Mais elle deviendra une fleur plus grande que toi, dit Léo en souriant. Tout comme les mouvements de tes pieds, aujourd'hui ils sont tout petits, mais un jour tu vas courir. Tu crois vraiment que je vais pouvoir courir? Demanda Lucas avec un mélange d'espoir et de peur dans la voix. Je le crois, dit Léo avec tant de conviction que même Stéphane se sentit gagné par la confiance du garçon. Pendant qu'il plantait, Léo raconta qu'il avait perdu sa mère d'une façon différente de Lucas. La mienne n'est pas partie par accident, dit-il en creusant un trou pour une graine. Elle est partie parce qu'elle ne supportait plus de s'occuper de moi. Lucas arrêta de planter et regarda son ami. Comment ça? Mon papa buvait beaucoup et s'énervait tout le temps. Un jour, il l'a frappée devant moi et elle a dit qu'elle ne pouvait plus vivre comme ça. Elle a pris un sac et elle est partie. Elle n'est plus jamais revenue, raconta Léo sans apitoiement, juste comme si c'était un fait de la vie. Tu n'es pas triste? Demanda Lucas. Si, je le suis. Mais mamie m'a appris que la tristesse est comme la pluie. Si tu la laisses entrer dans la maison, tout pourrit. Mais si tu la laisses tomber dehors, elle aide les plantes à pousser. La sagesse simple de Léo surprenait constamment les adultes présents. Marie, qui observait depuis la fenêtre, commenta avec le docteur Nicolas qu'elle n'avait jamais vu un enfant si jeune avec autant de maturité émotionnelle. Il a appris à transformer la douleur en guérison, observa le médecin. C'est une capacité extraordinaire. Ce même jour, quelque chose d'inattendu se produisit. Pendant qu'il plantait, Lucas sentit une impulsion soudaine de s'appuyer sur le bord du fauteuil roulant. Avec beaucoup d'efforts, il réussit à soutenir une partie du poids de son corps sur ses jambes pendant quelques secondes. « J'ai réussi » cria-t-il ému. « Oui, tu as réussi » dit Léo, mais sa réaction fut plus calme que ce que Lucas espérait. « Demain tu réussiras un petit peu plus. »« Pourquoi tu ne t'es pas ému » demanda Lucas un peu déçu par la réaction de son ami. « Parce que je savais que tu allais réussir » expliqua Léo. Le difficile n'est pas de réussir, le difficile est de continuer d'essayer quand on a l'impression que ça ne marche pas. Stéphane observa cette interaction et nota quelque chose d'important. Pendant 3 ans, il avait célébré chaque petit progrès de Lucas comme si c'était un miracle, créant d'énormes attentes qui rendaient son petit-fils anxieux. Léo, d'un autre côté, traitait chaque avancée comme quelque chose de naturel et d'attendu. Le 4e jour, il plut beaucoup. Léo ne put arriver au domaine et Lucas paniqua. Il s'était habitué à la présence de son ami et sans elle, il commença à douter de tous les progrès réalisés. « Et si je ne peux plus bouger les pieds » demanda-t-il angoissé à son grand-père. « Pourquoi ne pourrais-tu pas » questionna Stéphane. « Parce que peut-être que Léo a un pouvoir spécial et sans lui je redeviendrai comme avant, expliqua Lucas, révélant ses peurs les plus profondes. Stéphane comprit qu'il était temps d'avoir une conversation sérieuse. « Lucas, ce qui a changé en toi n'était pas grâce à Léo, c'était parce que tu as décidé que tu voulais essayer de nouveau, expliqua le grand-père. Le garçon t'a seulement aidé à te rappeler que tu es plus fort que tu ne l'imaginais. Mais, et si je ne peux pas marcher sans lui ? Insista Lucas. Alors nous chercherons une autre manière ensemble, promit Stéphane. Mais d'abord, que dirais-tu d'essayer de bouger les pieds maintenant ? Sans que Léo soit là. Avec hésitation, Lucas essaya. À sa surprise et son soulagement, ses pieds répondirent normalement. Le mouvement était là,
indépendant de la présence de Léo. Quand la pluie cessa et que Léo arriva enfin, il trouva Lucas en train de pratiquer des mouvements. « Tu as pratiqué tout seul sans moi », observa Léo en souriant. « J'ai eu peur de perdre ce que j'avais réussi », admit Lucas. « Et tu l'as perdu » demanda Léo sachant déjà la réponse. « Non », dit Lucas en souriant aussi. « Je crois même que j'ai progressé. »« Alors tu as déjà appris la leçon la plus importante », dit Léo. « La force a toujours été en toi. Je t'ai seulement aidé à trouver où elle était cachée. » Cet après-midi-là, Léo proposa un nouvel exercice, essayer de se mettre debout appuyé au fauteuil roulant. Lucas fut terrifié par l'idée. « Et si je tombe » demanda-t-il. « Et si tu réussis » renvoya Léo. Le docteur Nicolas était présent pour garantir la sécurité de l'exercice. Avec beaucoup de soin et un appui total sur le fauteuil, Lucas se leva lentement. Ses jambes tremblèrent violemment, mais elles soutinrent le poids pendant presque 10 secondes. « Je suis debout », chuchota Lucas, des larmes coulant sur son visage. « Je suis vraiment debout. » Stéphane ne put contenir son émotion. Voir son petit-fils debout à nouveau le ramena au souvenir de quand Lucas était petit et courait dans la maison, remplissant chaque recoin de vie et de joie. « Sandrine », chuchota Stéphane en regardant le ciel. « Il y arrive. » Léo observa le moment dans un silence respectueux, comprenant que cette victoire appartenait à la famille. Ensuite, quand les émotions se calmèrent, il fit une suggestion qui surprit tout le monde. « Je crois qu'il est temps que vous connaissiez ma grand-mère, » dit-il. « Pourquoi » demanda Stéphane. « Parce qu'elle a quelque chose d'important à remettre et maintenant vous êtes prêt à recevoir. » Le voyage jusqu'au quartier de l'Espérance fut la première fois en 3 ans que Lucas sortait des murs du domaine. Stéphane conduisit prudemment la Citroën 2CV à travers les rues étroites et les maisons simples jusqu'à arriver à la maison de campagne aux volets bleus que Léo avait décrite. Le patio était vraiment plein de plantes médicinales, d'épices et de fleurs de toutes les couleurs. Madame Monique les attendait sous le porche. Une femme noire aux cheveux gris d'environ 70 ans avec un sourire chaleureux et des yeux qui semblaient garder toute la sagesse du monde. « Lucas, dit-elle doucement. Que c'est bon de te voir hors de ce fauteuil. Vous connaissez vraiment notre famille ?» demanda Stéphane traitant encore la situation. « J'ai connu votre fille Sandrine dans ces derniers jours, » répondit Madame Monique. Une femme forte et aimante qui a beaucoup souffert d'avoir eu une dispute avec son fils avant de voyager. Stéphane sentit une boule dans la gorge. C'était la première fois en 3 ans que quelqu'un parlait de Sandrine comme d'une personne, pas comme d'une tragédie. « Elle a vraiment laissé une lettre ?» demanda Lucas d'une voix tremblante. « Oui, elle l'a laissée », confirma Madame Monique en entrant dans la maison et revenant avec une enveloppe jaunie. « Elle m'a demandé de la remettre quand vous seriez prêt à recevoir le pardon qu'elle voulait donner. » Avec des mains tremblantes, Lucas ouvrit l'enveloppe et commença à lire à haute voix. « Mon fils chéri, si tu lis cette lettre, cela signifie que tu vas mieux et cela me rend très heureuse. Je veux que tu saches que je ne garde aucune rancune pour notre dispute. Tu avais raison d'être en colère parce que j'allais voyager sans toi. Les mères ne devraient pas laisser leurs enfants derrière elles, même si c'est seulement pour quelques jours. Je t'aime plus que tout au monde et où que je sois, je souhaiterais toujours que tu sois heureux, que tu cours, que tu joues et que tu vives chaque jour comme le cadeau précieux qu'il est. N'arrête pas de vivre à cause de moi, vis pour moi. Je t'aime pour toujours, maman. » Le silence qui suivit ne fut rempli que par le son des sanglots. Tant Lucas que Stéphane pleurèrent comme ils ne l'avaient pas fait depuis des années, libérant une douleur qui était cristallisée en eux. « Elle n'était pas fâchée contre moi, » dit Lucas à travers ses larmes. « Elle ne l'a jamais été, » confirma Madame Monique. Elle était juste inquiète de comment arranger les choses quand elle reviendrait de voyage. À ce moment, quelque chose se brisa définitivement à l'intérieur de Lucas. La culpabilité qui le liait depuis 3 ans se dissolut comme du sel dans l'eau. Il regarda la lettre, puis Léo, puis son grand-père. « Je veux essayer de marcher, » dit-il avec une détermination nouvelle. « Maintenant » demanda Stéphane surpris. « Maintenant » confirma Lucas. « Je veux marcher jusqu'à ces fleurs jaunes là-bas dans le jardin de Madame Monique. » C'était une distance d'environ 10 mètres, impossible pour quelqu'un qui ne marchait pas depuis 3 ans. Mais il y avait quelque chose dans le regard de Lucas qui fit croire à tout le monde que peut-être, juste peut-être, il y arriverait. Avec le docteur Nicolas d'un côté et Léo de l'autre,
Lucas se leva de son fauteuil roulant. Ses jambes tremblèrent, mais elles s'affermirent. Le premier pas fut hésitant, presque une chute contrôlée, mais c'était un pas. Le deuxième fut un peu plus ferme, le troisième plus encore. À chaque pas, Lucas gagnait en confiance et ses jambes se souvenaient de mouvements oubliés. Quand il arriva enfin aux fleurs jaunes, tout le monde pleurait, même le docteur Nicolas, qui essayait de garder sa posture professionnelle. « J'ai réussi », chuchota Lucas en s'appuyant sur la tige d'un tournesol géant. « Maman, j'ai réussi. » Madame Monique s'approcha et prit les mains du garçon. « Ta mère est très fière, dit-elle. Et tu vas réussir bien plus encore. » Cher auditeur, si vous aimez l'histoire, profitez-en pour laisser un « j'aime » et, surtout, pour vous abonner à la chaîne. Cela nous aide beaucoup, nous qui débutons. Continuons, les jours suivants furent faits de progrès constants, mais prudents. Lucas pratiquait de courtes marches tous les jours, toujours avec quelqu'un à proximité pour le soutenir si nécessaire. Le docteur Nicolas documentait chaque avancée, impressionné par la récupération qui défiait tout ce qu'il avait appris à l'université. Léo continua de venir quotidiennement, mais maintenant son rôle avait changé de guérisseur à ami. Il passait des heures à discuter de tout et de rien, construisant l'amitié qui était née de façon si inhabituelle. Ce fut lors d'une de ces discussions que Lucas découvrit davantage sur le passé difficile de Léo. Le garçon vivait seul avec sa grand-mère depuis l'âge de 5 ans, quand sa mère était partie. Son père apparaissait sporadiquement, toujours ivre et demandant de l'argent. « Ce n'est pas facile de n'avoir ni père ni mère présent », confessa Léo lors d'un après-midi. « Mais mamie dit que la famille est celle qui prend soin de nous avec amour, pas nécessairement celle qui a le même sang. »« Tu considères ta grand-mère comme ta mère ?» demanda Lucas. « Oui, je la considère, et maintenant je te considère aussi comme mon frère, dit Léo en souriant. » La déclaration émut profondément Lucas. Il n'avait jamais eu d'amis proches. La vie au domaine avait toujours été solitaire et après l'accident, il s'était complètement fermé au monde. « Je te considère aussi comme mon frère, dit Lucas. Le frère qui m'a ramené à la vie. » Stéphane observait le développement de cette amitié avec des sentiments contradictoires. D'un côté, il était reconnaissant pour la transformation que Léo avait apportée dans la vie de Lucas. De l'autre, il ne pouvait ignorer les énormes différences sociales entre les enfants. Un jour, tandis que les garçons jouaient dans le jardin, Stéphane appela Madame Monique pour une conversation privée. « Madame Monique, j'aimerais offrir quelque chose en échange de ce que vous avez fait pour nous, » commença-t-il. « Il n'y a besoin de rien en échange, » répondit-elle simplement. « Voir l'enfant heureux est déjà un paiement suffisant, mais j'insiste, peut-être puis-je aider économiquement ou trouver un meilleur travail à Léo quand il grandira. » Madame Monique l'interrompit gentiment. « Monsieur Stéphane, vous n'avez pas encore compris. Ce qui s'est passé ici n'était pas de la charité ni une faveur, c'était de l'amour. Et l'amour ne se paie pas, il se partage. » La réponse fit réfléchir Stéphane sur ses motivations. Essayait-il de payer une dette ou voulait-il vraiment aider? La distinction était importante. « Alors, comment puis-je partager » demanda-t-il, sincèrement curieux. « En laissant les enfants être amis sans se soucier des différences de classe, en laissant votre petit-fils apprendre que le bonheur n'a pas de prix. Et peut-être, si vous le voulez, vous pouvez nous aider avec la maison pour tous. Beaucoup de gens par ici ont besoin de ce que Léo a fait pour Lucas. » La suggestion planta une graine dans l'esprit de Stéphane. Les jours suivants, il visita la maison pour tous de Madame Monique et fut impressionné par le travail qu'elle faisait avec des ressources minimes. Des dizaines de personnes cherchaient de l'aide pour des problèmes que la médecine traditionnelle ne pouvait résoudre. « Pourquoi ne pas étendre cela ?» demanda Stéphane lors d'une visite. « Il manque la structure, le matériel, l'argent, » énuméra Madame Monique, mais surtout il manque des gens qui comprennent que la guérison va au-delà des médicaments. « Et si je fournis la structure et l'argent, pourriez-vous former plus de personnes à votre méthode ?» proposa Stéphane. Madame Monique le regarda avec attention. « Vous voulez faire cela pour Lucas ou pour les gens qui en ont besoin ?» Stéphane réfléchit un moment avant de répondre. « Les deux choses. Lucas m'a appris que quand on reçoit une seconde chance, on doit l'utiliser pour aider les autres aussi. »« Alors nous allons discuter, » dit Madame Monique en souriant. Alors que les adultes planifiaient des projets futurs, une nouvelle crise approchait. Le père de Léo, Thomas, avait découvert que son fils avait accès à une famille riche.
Il apparut au quartier de l'Espérance après des mois d'absence avec l'intention d'exploiter la situation. « Mère, dit Thomas à Madame Monique, clairement ivre, j'ai su que le gamin s'occupe d'un riche. Il est temps de facturer le service. » « Thomas, tu ne vas pas profiter de cette situation, dit Madame Monique avec fermeté. « L'enfant est mon fils. Je décide ce qui est le mieux pour lui, répliqua Thomas. Tu as abandonné cet enfant il y a des années. Ne viens pas maintenant réclamer des droits. » La discussion s'envenima rapidement. Thomas était décidé à emmener Léo pour mieux connaître la famille riche, évidemment avec des intentions de chantage ou d'extorsion. Léo, qui avait tout entendu caché, était terrifié. Il savait que son père était capable de tout lorsqu'il était désespéré pour de l'argent. Le lendemain, quand Léo arriva au domaine, Lucas remarqua immédiatement que quelque chose n'allait pas. « Tu es triste, observa Lucas. Que s'est-il passé ?» Léo raconta la menace de son père et Lucas entra dans une colère noire. Pour la première fois en 3 ans, il ressentit une rage authentique et protectrice. « Il ne peut pas t'emmener, » s'exclama Lucas. « Tu es ma famille maintenant. »« Il est mon père, » dit Léo avec tristesse. « Je crois qu'il a le droit. »« Le droit se gagne en prenant soin, pas en abandonnant, » dit Lucas avec une maturité qui le surprit lui-même. Cette nuit-là, Lucas raconta tout à son grand-père. Stéphane s'inquiéta, mais se montra aussi déterminé à protéger le garçon qui avait sauvé son petit-fils. « Je vais parler à mes avocats, » dit Stéphane. « Il doit y avoir quelque chose que nous puissions faire légalement. »« Grand-père, » dit Lucas. « Et si on offrait de l'aide au père de Léo au lieu de se battre avec lui ?» Stéphane regarda son petit-fils, surpris par la suggestion. « Comment ça ? S'il a besoin d'argent, peut-être que ce dont il a besoin c'est d'un travail. Et s'il obtient un emploi et arrête de boire, peut-être qu'il deviendra un meilleur père pour Léo. » La sagesse de Lucas, clairement influencée par la philosophie de Madame Monique, impressionna Stéphane. Au lieu d'utiliser le pouvoir et l'argent pour éloigner le problème, peut-être pouvaient-ils utiliser ces ressources pour résoudre le problème à la racine. Le lendemain matin, Stéphane alla au quartier de l'Espérance pour chercher Thomas. Il trouva l'homme dans un bar local, encore ivre de la veille. « Monsieur Thomas » appela Stéphane poliment. « Vous êtes le riche dont mon fils s'occupe » dit Thomas en se retournant en titubant. « Excellent, négocions le prix. »« Je suis venu proposer quelque chose de différent » dit Stéphane calmement. « Je suis venu offrir un emploi. » Thomas fut confus. « Comment ça ? » Un vrai emploi avec un salaire fixe dans une de mes entreprises. Mais il y a des conditions. Quelles conditions ? Demanda Thomas essayant de focaliser sa vue trouble. Arrêter de boire complètement, avoir un suivi médical et permettre à Léo de continuer à vivre avec Madame Monique pendant que vous vous rétablissez. Thomas rit sarcastiquement. Et pourquoi ferais-je cela ? Je peux gagner bien plus en exploitant la situation de votre petit-fils. Stéphane garda son calme. Parce que l'exploitation dure peu de temps, mais avoir un fils qui te respecte et veut être près de toi dure pour toujours. Le choix est le vôtre. De l'argent facile maintenant ou une vraie famille pour le reste de votre vie. Les mots touchèrent quelque chose de profond en Thomas. Pour la première fois depuis des années, il se vit à travers les yeux de son fils, un père absent, toxicomane, qui n'apparaissait que pour causer des problèmes. « Et si je n'arrive pas à arrêter de boire ?» demanda-t-il avec une sincérité inattendue. « Alors nous essaierons de nouveau, et encore, autant de fois qu'il le faudra, » répondit Stéphane, « mais tu dois vouloir essayer. » Thomas garda le silence pendant de longues minutes. Finalement, il regarda Stéphane les yeux pleins de larmes. « Je veux être un meilleur père, » admit-il. « Je ne sais juste pas comment. »« Personne ne naît en sachant, » dit Stéphane. « J'ai aussi commis beaucoup d'erreurs avec ma fille, mais il n'est jamais trop tard pour apprendre. » L'accord fut scellé par une poignée de main. Stéphane obtiendrait un traitement pour l'alcoolisme et un emploi dans une de ses entreprises dans une autre ville, loin des tentations locales. Thomas pourrait rendre visite à Léo les week-ends, mais seulement s'il était sobre. Quand Léo apprit l'accord, il se montra incrédule. « Mon père a vraiment accepté ?» demanda-t-il. « Il a accepté », confirma Stéphane. « Mais sa récupération ne dépendra que de lui. Nous lui donnons seulement une chance. » « Et s'il ne réussit pas ?» demanda Léo inquiet.
Alors tu continues d'avoir ta grand-mère et nous comme famille, dit Lucas. Tu ne seras plus jamais seul. La promesse scella une amitié qui transcendait toutes les barrières sociales et économiques. Dans les mois suivants, la vie au domaine gagna une routine nouvelle et joyeuse. Léo y passait des après-midi entiers, non plus comme thérapeute, mais comme meilleur ami. Lucas progressa, passant de courtes marches à courir dans le jardin. Le docteur Nicolas documenta tout le processus de récupération et écrivit un article médical sur le rôle du lien émotionnel dans la récupération des paralysies psychologiques. Le cas de Lucas devint une étude de cas dans plusieurs universités. Madame Monique, avec le soutien financier de Stéphane, agrandit sa maison pour tous. Ils créèrent un programme pionnier qui combinait médecine traditionnelle, thérapies alternatives et soutien émotionnel. Des dizaines de familles furent bénéficiaires. Thomas, après 6 mois de traitement et de travail, rendit visite à son fils pour la première fois complètement sobre. Les retrouvailles furent émouvantes, mais prudentes. Léo avait appris à ne pas créer d'attentes trop élevées, mais permis à l'espoir de grandir lentement. « Papa, dit Léo lors d'une des visites, tu es différent. »« J'essaie d'être le père que tu mérites, » répondit Thomas, les yeux larmoyants. « Je sais que cela prendra du temps pour que tu me fasses confiance à nouveau, mais je vais prouver que j'ai changé. » Le parcours de récupération de Thomas fut lent et plein d'obstacles, mais il persista. Avoir un emploi digne et l'opportunité de reconstruire la relation avec son fils lui donnèrent la motivation pour rester sobre. 1 an après la première rencontre entre Lucas et Léo, Stéphane organisa une fête dans le jardin du domaine. C'était une double célébration, la première année de récupération de Lucas et le 6e mois de sobriété de Thomas. Qui aurait dit que de la terre sur les pieds pourrait changer tant de choses ? Commenta le docteur Nicolas en observant Lucas courir librement dans le jardin avec Léo. Ce n'était pas la terre, dit Madame Monique en souriant. C'était l'amour. La terre n'a été que le moyen que l'amour a trouvé pour arriver jusqu'à lui. Lucas, en sueur et heureux après une course, s'approcha du groupe d'adultes. « Grand-père, dit-il, je peux poser une question ? » « Bien sûr, répondit Stéphane. Pourquoi penses-tu que j'avais besoin de tomber malade pour que tu apprennes à être un meilleur grand-père ? La question frappa Stéphane comme la foudre. Il n'avait jamais pensé à cela de cette façon. Que veux-tu dire ? Demanda-t-il. Tu as seulement commencé à vraiment discuter avec moi et à me comprendre après que Léo est apparu, expliqua Lucas. Avant cela, tu te préoccupais seulement de me guérir, pas de me connaître. Stéphane garda le silence un moment, traitant l'observation perspicace de son petit-fils. Tu as raison, admit-il finalement. J'étais si désespéré de résoudre ton problème que j'ai oublié d'écouter ce dont tu avais vraiment besoin. J'avais besoin que quelqu'un croie que je pouvais aller bien, dit Lucas. Léo a cru même avant de bien me connaître. Léo, qui s'était approché pour écouter la conversation, sourit timidement. Mamie dit toujours que croire en quelqu'un est le premier médicament, commenta Théil. Et elle a raison, dit Stéphane en étreignant les 2 garçons. Vous m'avez appris plus sur la vraie famille que ce que j'ai appris en 60 ans. La fête continua jusqu'à la tombée de la nuit. Des enfants du quartier de l'Espérance furent invités et jouèrent librement dans le jardin du domaine, brisant des barrières invisibles qui existaient depuis des générations. Marie, observant le joyeux mouvement, commenta à Madame Monique, « Je n'avais jamais vu cette maison aussi pleine de vie. » Une maison sans enfants heureux est comme un jardin sans fleurs, répondit Madame Monique. Elle peut être jolie, mais elle n'a pas d'âme. Quand tout le monde fut parti et que la nuit tomba, Stéphane trouva Lucas dans sa chambre regardant par la fenêtre. « À quoi penses-tu ? » demanda le grand-père. « Je pense que maman serait heureuse en voyant tout cela, » répondit Lucas. « La maison pleine d'enfants, moi qui cours, toi qui souris pour de vrai. » Elle serait très heureuse, acquiesça Stéphane, et fier de voir l'homme courageux que tu es en train de devenir. « Grand-père, dit Lucas, je peux te demander quelque chose sur maman ? » Bien sûr. Toi aussi tu te culpabilisais pour la dispute qu'elle a eue avec moi. Stéphane soupira profondément. Oui, je me culpabilisais. Je pensais que si j'avais insisté davantage pour qu'elle ne voyage pas, rien ne serait arrivé. Et comment as-tu arrêté de te culpabiliser ? En te voyant guérir, admit Stéphane. J'ai réalisé que rester coincé dans la culpabilité n'honore pas la mémoire de ceux qu'on aime. Bien vivre, c'est ce qui l'honorait. Lucas acquiesça, absorbant la sagesse du grand-père.
Je crois que maman serait heureuse de savoir que tant de souffrance s'est transformée en tant de bonnes choses, réfléchit le garçon. Sans aucun doute, acquiesça Stéphane en embrassant le front de son petit-fils. Bonne nuit, champion. Bonne nuit, grand-père. Tandis que Lucas dormait paisiblement, Stéphane resta éveillé à penser à la façon dont la vie peut changer de façon inattendue. Il y a un an, c'était un homme amer, focalisé seulement sur les traitements médicaux et les tentatives désespérées de guérison. Maintenant, il faisait partie d'une communauté plus grande, connectée avec des personnes qu'il n'aurait jamais imaginé connaître. La transformation n'avait pas bénéficié seulement à Lucas. Toute la famille, incluant la famille élargie qui incluait maintenant Léo, Madame Monique et même Thomas, avait grandi et guéri d'anciens traumatismes. Le lendemain, Léo arriva avec une proposition inhabituelle. « Lucas, je veux t'emmener connaître où je vis pour de vrai, » lui dit-il. « Tu ne vis pas dans la maison de ta grand-mère » demanda Lucas confus. « Si, j'y vis, mais je veux te montrer le quartier entier. Te présenter à mes amis si tu veux, bien sûr. » La proposition rendit Lucas nerveux. Il n'avait jamais interagi avec des enfants d'un milieu social différent du sien. « Je vais leur plaire » demanda-t-il incertain. « Oui, » assura Léo. « Ils sont déjà au courant de notre amitié. Ils sont tous curieux de te connaître. » Stéphane, qui entendit la conversation, s'offrit pour conduire les enfants, mais Léo suggéra quelque chose de différent. « Et si on y allait en marchant » proposa-t-il. « C'est seulement une demi-heure de marche et comme ça Lucas peut bien connaître le chemin. » L'idée de marcher une demi-heure jusqu'au quartier effraya Lucas, mais l'émut aussi. Ce serait sa première grande marche depuis la récupération. « Tu crois que je peux y arriver » demanda-t-il à son ami. « Je sais que tu peux, » répondit Léo avec sa confiance de toujours. La marche commença doucement avec Stéphane conduisant la Citroën 2CV derrière les enfants par précaution. Peu à peu, Lucas gagna en confiance et en rythme. Quand ils arrivèrent au quartier de l'Espérance, il était fatigué, mais exultant. « J'ai réussi !» s'exclama-t-il. « J'ai marché plus de 2 kilomètres. » Les enfants du quartier reçurent Lucas avec une curiosité initiale qui se transforma rapidement en amitié. Ils étaient moins intéressés par sa richesse et plus fascinés par le fait qu'il avait recommencé à marcher avec l'aide de Léo. « C'est vrai que tu ne marchais plus depuis 3 ans » demanda une fille appelée Chloé. « C'est vrai, » confirma Lucas. « Et Léo t'a guéri tout seul » demanda un garçon appelé Enzo. « Il m'a aidé à guérir » corrigea Lucas, démontrant déjà la sagesse qu'il avait apprise. Les enfants furent impressionnés et commencèrent à voir Léo comme une sorte de héros local. Le garçon, naturellement humble, se sentit gêné par l'attention. Durant l'après-midi, dans le quartier, Lucas expérimenta une vie complètement différente de la sienne. Il joua dans la rue, mangea des fruits de l'arbre, joua au football sur un terrain de terre. Ce fut une révélation. « Je ne m'étais jamais autant amusé », confessa-t-il à Léo à la fin de la journée. « Ici on apprend que le bonheur n'a pas besoin de grand-chose », expliqua Léo. « Il a juste besoin d'amis et d'imagination. » Stéphane, qui observait tout depuis la distance, remarqua que son petit-fils apprenait des leçons sur la vie qu'aucune école privée coûteuse ne pourrait enseigner. Sur le chemin du retour, Lucas fit une proposition qui surprit tout le monde. « Grand-père, et si j'étudiais à l'école du quartier quelques fois par semaine ?»« Comment ça ?» demanda Stéphane surpris. « Pour apprendre des choses différentes, pour avoir des amis différents, pour être une personne plus complète. » L'idée était radicale pour les standards de la famille, mais Stéphane la considéra sérieusement. « Tu crois que tu pourrais t'adapter à l'enseignement public ?» demanda-t-il. Avec l'aide de Léo et des nouveaux amis, oui, répondit Lucas avec confiance. Madame Monique, qui marchait avec eux, soutint l'idée. Les enfants ont besoin de connaître le monde réel, dit-elle. Ils ne peuvent pas grandir dans une bulle sinon ils n'apprennent jamais à valoriser ce qu'ils ont. Après plusieurs conversations avec des éducateurs et des visites à l'école locale, Stéphane décida d'essayer. Lucas passerait 3 matinées par semaine à l'école publique et le reste du temps continuerait avec ses tuteurs privés. L'expérience fut transformatrice. Lucas découvrit qu'apprendre avec des enfants de réalités différentes enrichissait sa compréhension du monde. Il commença aussi à utiliser ses ressources pour aider des camarades en difficulté matérielle. «
Je peux prêter mes vieux livres à ceux qui en ont besoin. Demanda-t-il un jour. Bien sûr que oui, répondit Stéphane, fier de la générosité spontanée de son petit-fils. Et je peux inviter quelques amis à étudier dans notre bibliothèque parfois? Évidemment que tu peux. Graduellement, le domaine devint un centre informel de soutien éducatif pour les enfants de la région. Stéphane engagea des professeurs supplémentaires pour donner des cours de soutien gratuits, créant des opportunités qui n'existaient pas avant. Léo devint un pont entre les deux mondes, aidant Lucas à naviguer dans la réalité de l'école publique et aidant les amis du quartier à se sentir à l'aise au domaine. 6 mois après avoir commencé à étudier à l'école locale, Lucas proposa quelque chose d'encore plus ambitieux. « Grand-père, et si on créait une école qui mélange le meilleur des deux mondes ?» suggéra-t-il lors d'un dîner autour d'un bœuf bourguignon. « Comment ça serait ?» demanda Stéphane intrigué. « Une école où les enfants, riches et pauvres, étudieraient ensemble, où tous auraient accès aux meilleurs professeurs, mais apprendraient aussi sur la vraie vie. Où on ne grandirait pas en pensant que l'argent est la chose la plus importante du monde. » L'idée était révolutionnaire et stimulante, mais Stéphane avait appris à ne pas sous-estimer la sagesse de son petit-fils. Ce serait cher et compliqué, réfléchit Stéphane. Ça le serait, concéda Lucas. Mais ça changerait la vie de beaucoup de gens, comme Léo a changé la mienne. Madame Monique, qui était présente au dîner, sourit. Petit, tu penses à planter une graine qui deviendra un arbre très grand. Commenta-t-elle. Vous croyez que c'est une mauvaise idée? Demanda Lucas. Je crois que c'est une idée dont ta mère serait très fière, répondit-elle. La validation de Madame Monique signifiait beaucoup pour Lucas. Elle était devenue une figure maternelle dans sa vie, comblant partiellement le vide laissé par la perte de sa mère. Stéphane décida d'étudier la faisabilité du projet. Il engagea des consultants éducatifs, visita des écoles innovantes, étudia des modèles d'inclusion sociale. Après des mois de recherche, il arriva à la conclusion que le projet était ambitieux, mais possible. Un investissement significatif serait nécessaire, mais il avait les ressources pour cela. Nous allons essayer, annonça Stéphane un soir. Nous allons créer une école qui honore tout ce que nous avons appris sur le fait de briser les barrières. Lucas devint euphorique. Léo, plus prudent, posa une question importante. Et si ça ne marche pas? Et si les enfants riches et pauvres ne parviennent pas à se comprendre? Alors nous les aiderons à apprendre, dit Lucas. Comme tu m'as aidé à apprendre à marcher de nouveau. Le projet de l'école devint une passion familiale. Stéphane utilisa son expérience d'entreprise pour structurer l'initiative. Madame Monique contribua avec sa sagesse sur le développement humain et les garçons participèrent activement à la planification. « Comment allons-nous appeler l'école ?» demanda Lucas lors d'une réunion de planification. « Que dites-vous de l'école ?